vient le printemps, si ma poule met sa robe blanche et sert au passe-temps. Il fait un soleil superbe, on va faire tous les deux un petit déjeuner sur l'herbe comme deux amoureux. On va s'emporter, de quoi boulotter, le train va partir, tu vas nous le faire rater. Anna, qu'est-ce que t'attends? Anna, qu'est-ce que t'attends? Prends le panier, moi je vais prendre le restant. N'oublie pas le melon et les harengs. Anna, qu'est-ce que t'attends? Après que tu mets le temps pour passer ton jupon blanc et pour enfiler tes gants. Anna, qu'est-ce que t'attends? Une fois passé la barrière, on s'installe gaiement sur le bord de la rivière, dans un coin charmant. Cœur joyeux et l'âme heureuse, en brave ouvrier dispo, sentant l'estomac qui se creuse, maigrit aussitôt. C'est une faim d'enfer, que c'est que le grand air. Ouvre le baluchon, on va mettre le couvert. Anna, qu'est-ce que t'attends? Anna, qu'est-ce que t'attends? Ton gigot est vraiment excellent et les haricots c'est du nanon. Anna, qu'est-ce que t'attends? Fricot et épatant. La prochaine fois sûrement faut inviter le président. Anna, qu'est-ce que t'attends? Le mythe de Sisyphe, c'est le mythe de l'homme puni des dieux pour avoir osé défier la mort. Il est condamné à faire rouler un rocher au sommet d'une montagne. À chaque fois, le rocher retombe au pied de la montagne avant d'avoir atteint le sommet, et Sisyphe retourne le chercher. On peut imaginer qu'il existe autant de Sisyphe qu'il existe de rochers. Qu'il n'y a pas un Sisyphe, mais des Sisyphes. Je me demande ce que deux Sisyphes peuvent avoir à se dire quand ils se croisent. Peut-être qu'ils parlent de comment ils ont échappé à la mort. Peut-être qu'ils s'encouragent. Puis ils reprennent leur chemin.
Chérie, les voisins ont acheté une nouvelle voiture. Ah, il était temps. Oui. Elle est bien. Oui. Elle roule bien. Oui. Je sais pas. Elle est belle. Oui. Toi aussi, tu es belle. Toi aussi, tu es beau. T'as passé une bonne journée? Ça va. Et toi? Ça va. On est quel jour? On est jeudi. Faut que j'ai une discussion avec notre fils. Georges, on se parle plus beaucoup hein, ces derniers temps, hein? Ouais. C'est dommage quand même parce que bon, une relation comme on a, quoi, c'est important. Je pense que c'est important de parler, quoi. Si t'as des choses à dire. Moi, enfin, je crois que ça va. Je sais pas trop. Ouais. Je sais pas, sur... Non mais l'école ça va, puis... Ouais, par exemple la rentrée, ça s'est Ouais. bien passé? Bah, non mais tu sais, je me débrouille, je sais pas, j'ai pas trop envie d'en parler en fait. Ouais. Et ça va, tu t'es fait des copains à l'école? Ben, je sais pas trop. Ouais. Enfin, c'est un peu... Non mais c'est comme d'habitude, ça va venir. Enfin, c'est un peu trop au début, puis... C'est bien. C'est pas toujours facile. Je parler il est un peu... tu sais pas migrer. Et je me disais, en fait, en parlant avec lui, j'ai un peu peur en fait pour lui, quoi. J'ai un peu peur qu'il meure en fait. Moi aussi. Il me semble si fragile. J'y pense. Moi aussi, je pense que toi qui vas mourir. Ça me fait peur. J'ai peur qu'il meure. C'est dur de... Enfin, bientôt. J'ai peur qu'il meure bientôt. Ça serait pas facile. C'est dur d'avoir notre fils qui mourrait avant nous. En même temps, il pourrait nous tuer aussi. Moi j'ai peur de mourir. T'as peur de mourir, toi? Ouais. T'as pas peur que Georges il nous tue? J'ai peur que Georges me tue en fait.
Ah, moi aussi. Ça serait... Quand on dort, des fois, je pense, on va dire qu'il arrive et qu'il nous tue. Arrivé, s'il voulait, très facile pour lui. Moi, j'ai un peu peur de mourir, mais... Ouais, si, quand même, j'ai peur de mourir. Mais j'ai surtout peur qu'il meure, lui. Pour arriver, avec un couteau, il tuerait. Et après, en fait, il se tuerait lui avec le couteau. Il y aurait nos 3 petits corps dans la même pièce, poignardés. Ah, moi j'imagine plutôt qu'il nous tuerait dans notre lit et il irait dans sa chambre pour se tuer tout seul. Oui. Je le reconnais bien. Il découvrirait les cadavres. Les voisins peut-être. On commencera à sentir, en fait, avec la décomposition. Et je pense que les voisins se plaindraient que ça ne sent pas bon. Vous appelleraient. C'est marrant d'imaginer qu'ils iraient avec leur voiture, une nouvelle voiture à la police. Les hommes galants, le baroque loufoque de Salut s'écoule, un groupe qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Dimension Bonus, et en concert à Paris, Dream National Fest ce vendredi, puis à Montpellier, Champagnol, Ce serait Bordeaux, tout au long du mois de novembre, avis aux amateurs. France Musique. Que ça finisse comme ça.
rester au niveau de la perception. A decision for something strange here, crawling up from the back of my brain here. You're late and slightly fake. Can you please translate? An incision that changed the game here, like the sight of you out in the rain here. It's late and slightly fake. That decision you make. Go Capo! What a surprise, what a familiar sight. Hey.
Ouais. Hmm?
In a churchyard by a river, blazing in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Yellow bird, you are not long in singing and in flying on, in laughing and in leaving. Willow weeping in the water, waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Cirrus Minor, saw a crater in the sun, 1,000 miles of moonlight later. Ne pas tomber, monsieur. Et Capo et Basico, ils ont un copain. Ah, ce toit, il me fait penser à la scène du début du premier film de Hong Sang-soo. Le jour où le cochon est tombé dans le puits. Le jour où le chat ne va pas tomber dans le toit.
C'est le titre de ce film. Capuchin, viens dire à Monsieur Chan qu'il ne faut pas qu'il tombe du toit, s'il vous plaît. Capuchin. Bazouk-chan, toi, va lui dire. Va dire au monsieur. À monsieur le chat là-haut. Aidez-moi. Aidez-moi, regardez. Qui c'est là-bas? Hein, nana? Quand l'idiot montre le chat sent le doigt. Faut lui parler. Oh bah, là il t'a vu au moins. Vous avez fait une petite connaissance. Je t'en chie. Capote, j'aime bien voir. Il y a un petit monsieur le chat. Oui. Dites, monsieur le chat, il faut pas... Hop, c'est bon, merci. Il est en sécurité. Un chat sauvé des eaux. Some people to see, they're gonna show their invention to me. Say it will save lots of my precious time. Open up the inside of my mind to always, 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 always. To call you, but just now and then I get the feeling that I need a good friend. I do the same if it's getting to you. Give us a call and I'll give you a clue. But I got to go, got some people to see. Don't wanna keep them waiting for me. Just remember what I said to you now. The clock is ticking, but your life will go on for always, 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 always. Can be running while I'm burying what's inside. What's concealing that there's so much I should hide. This simple life is something I just wanna do. The clock is ticking, but I want to be with you. Always, always.
always. There is no frustration on nostalgia, only good sensations on nostalgia, with more power, desire, it takes me higher, nostalgia. Le premier matin, je ne me sens pas bien, je crois que tu n'es plus là. Le deuxième matin, ça ne va pas mieux, j'ai le cœur tout à plat plat. Tu peux jouer avec, je te le prête, mais il s'est tout dégonflé. Ce n'est pas si grave, c'est construit comme ça, mais qui pourra bien le regonfler? J'ai le cœur ballon, fais-y attention, je serai toujours là pour toi. J'ai le cœur ballon comme un gros citron, pourtant tu n'es plus là pour moi. J'ai le cœur ballon, fais-y attention, je serai toujours là pour toi. J'ai le cœur ballon comme un gros citron, pourtant tu n'es plus là pour moi. Tu peux taper dedans ou planter tes dents, mais garde-le près de toi. S'il flotte dans les airs, faut pas s'envoler, tu n'as qu'à bien l'attacher. Quand le ciel est bleu, c'est si malheureux, tu n'as plus envie de jouer. Il reste de côté, il n'est pas crevé, mais personne n'ose y toucher. J'ai le cœur ballon, fais-y attention, je serai toujours là pour toi. J'ai le cœur ballon comme un gros citron, pourtant tu n'es plus là pour moi. J'ai le cœur ballon, fais-y attention. Cabo, il est parti, Cabo. Bye bye. Ah, il est là. Ah, il va faire caca, Cabo. Faut pas le déranger alors. Faut le protéger. Ben, j'ai pas réussi à l'éteindre. J'ai vraiment pas réussi à l'éteindre. Ça fait comme quand je joue à LOL des fois. Mmh. Mmh. Allez. Mais oui. Le jour où le chat, gros bébé, allez, vas-y. Allez.
Quelle maline.
Papa, il est là. Oh, c'est papa. Et j'avais pris, en fait j'avais pris des parties de son corps. Mais ça tu m'as pas dit que tu avais touché. Bah je sais pas, j'avais un peu honte, tu vois, je me rendais compte que c'était un peu dégueulasse. Et du coup, je lui ai pris ses pattes, 2 pattes, et je les ai ramenées chez moi et direct quand je les ai ramenées, je me suis rendu compte que c'était une erreur et je les ai laissées dans le grenier. C'est pas feng shui. Pas du tout. Ou alors faut vraiment être dans un cadre où tu sais ce que tu fais, que t'as envie de faire. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Non, même pas de la magie noire, tu sais, mais genre dans le muséum d'histoire naturelle, les trucs comme ça. Une certaine légitimité. Ouais. Et puis aussi, j'ai fait un autre truc mal.
éléments concordent. Une belle randonnée, n'empêche. On voit comment ça bosse à la face. Du polonais ça. Du polonais. Pourquoi l'Afrique du Sud n'a-t-elle pas de désignation propre? Imagine-t-on appeler la France l'Europe de l'Ouest?
C'est donc l'histoire d'un pays sans nom qui avait avalé un petit pays, comme dans l'espoir de s'approprier sa personnalité. Dans notre histoire, nous suivons Elon, l'homme le plus riche du monde. Mais aussi l'homme le plus seul du monde. Tellement seul qu'il en était venu à payer des gens pour jouer aux jeux vidéo à sa place. Et prétendre être l'un des meilleurs joueurs du monde. Tout ça pendant qu'il implantait des puces électroniques dans les cerveaux de bébés singes pour leur permettre de jouer à des jeux vidéo par la pensée. On découvrirait que la majorité de ces singes seraient morts des suites de ces opérations. Lassés d'être des dieux, périodiquement, les hommes se ressouviennent qu'ils sont hommes, et ils se mettent à exalter cette condition d'homme, comme si elle était supérieure à celle des dieux. Je ne sais si on a déjà observé que, de tout temps, à l'instant où les hommes se reconnaissent seulement comme tels, et rien de plus, la civilisation à son tour s'effondre, comme s'il fallait à la vie du monde, pour qu'elle puisse se tenir à la suprême hauteur de son destin, le soutien de l'imagination exacerbée des hommes. Les crises d'humanisme,
avec un remarquable parallélisme, correspondent toujours aux crises de la civilisation. La coïncidence, il faut bien le dire, est étrange. Quand l'état de la civilisation est déjà désespéré, que l'idée de culture est en voie de totale régression, les hommes, alors, se mettent à parler d'humanisme, comme si l'homme avait pouvoir d'échapper à la nature, comme si l'anarchie dominante n'avait eu avant tout pour cause cette idée étriquée et avilissante de l'homme qui, à travers les siècles, n'a cessé de se camoufler sous le terme d'humanisme. De l'humanisme de la Renaissance à l'humanisme matérialiste d'aujourd'hui. Humanisme a de tout temps signifié que l'homme réduisait la nature à sa propre taille, qu'il faisait du patron, homme, une espèce de commune mesure, aussi bien physique que morale, à laquelle, périodiquement, devaient se référer toutes les choses du monde. Et ce moment est toujours celui où se propage le culte d'une faculté spécifiquement humaine, la raison, et où le double point de vue de la morale et de la psychologie humaine étend ses cruautés en tous sens. Il est déconcertant de s'apercevoir qu'en dehors de l'homme, la morale n'existe pas, et que le point de vue matérialiste, qui cherche à faire de la raison humaine une sorte de patron universel, n'aboutit qu'à un asservissement, l'asservissement de l'homme devant la nature, car l'homme se fait l'esclave de sa propre morale et le prisonnier des tabous qu'il a lui-même créés. À son tour, cette conception morale de la nature et de la vie, selon laquelle l'homme sent en lui-même sa propre vie comme distincte de la nature, correspond à une idée dualiste des choses. On a toujours vu naître l'humanisme aux époques qui séparaient l'esprit de la matière et la conscience de la vie. Pareille conception est européenne. Le monde blanc s'est toujours, à travers les siècles, fait une spécialité de cette particularisation. Lorsqu'en Europe, il y a eu des guerres de religion, c'est toujours contre l'éternelle unité de l'esprit qu'elles se sont faites. La guerre des Albigeois se fit contre les partisans de la vie unitaire, tandis que, au cours des guerres religieuses de l'Inde, ce sont les partisans de la dualité de la vie et de la préexistence de la matière qui, invariablement, finirent par être écrasés. À travers les âges, le monde hindou a manifesté une indéracinable croyance à son idée moniste de l'homme, de la nature, de l'esprit et de la vie. Et le bouddhisme hérésiarque fut extirpé de l'Inde par les brahmanes au cours de guerres qui durèrent 200 ou 300 ans. Bouddha, le grand Bouddha, fut un traître. Il est considéré comme traître en Inde, et les brahmanes ne se privent pas de le proclamer tel. Ce n'est pas à la Renaissance du XVIe siècle que revient en propre l'enfantillage peu enviable de cet amoindrissement de l'homme et de cette idée anarchique de la vie. Il y eut aussi en Grèce, au IVe siècle avant Jésus-Christ, une école de philosophes sceptiques qui ramenait la vie à la mesure de l'homme et qualifiait contes puérils les mythes divins sur lesquels l'authentique civilisation de la Grèce s'était édifiée, ces mythes dont la vie souterraine et magique avait fait fermenter le drame échylien. D'Échille à Euripide, le monde grec suit une courbe descendante. On raconte dans les écoles que l'homme, grâce à Euripide, a pu se faire une idée plus juste et rationnelle de la nature. La vérité est qu'Euripide a détruit la conscience de la nature avec sa conception mesquine et humanisée de la vie. Les ignorants parlent de la culture éternelle de la Grèce, et c'est sur le même plan qu'ils placent Échille, Sophocle et Euripide,
sans voir le monde qui les sépare, et sans voir que ces 3 noms représentent les 3 étapes d'une courbe funeste, conduisant de siècle en siècle l'homme a renoncé à ses pouvoirs. Le terme d'humanisme ne signifie en réalité rien d'autre qu'une abdication de l'homme. Pour les mythes divins, l'homme est l'égal de la nature, qu'il comprend synthétiquement. Mais lorsque naît l'esprit analytique, l'homme s'imagine pénétrer la nature et disséquer ses secrets, exactement comme un chirurgien dissèque un muscle ou sépare les organes du corps, alors que, à l'instant même, tout comme le chirurgien cesse d'être à l'écoute du corps, l'homme perd son contact avec la nature. Car c'est uniquement par l'instinct que l'on peut pénétrer l'âme de la nature. On dira ce que l'on voudra contre la connaissance instinctive, c'est pourtant elle qui a rendu possible toutes les grandes inventions humaines. C'est l'imagination sans limite de l'homme qui a de tout temps nourri les civilisations. Chaque fois que réapparaît l'esprit rationnel, cette réapparition indique qu'un monde va mourir. Or, dans l'esprit de la race blanche, il y a une tare qui, périodiquement, la pousse à nier que la compréhension du monde ne peut se limiter et à ressembler dans un savoir clair peut-être, mais inutile car il ne prend appui que sur des objets morts, les membres dispersés et inanimés de la nature. La lutte, aujourd'hui, s'est localisée entre le savoir occidental, précis et mort, et le savoir confus, mais vivant d'une éternelle existence du monisme oriental. Une heure qui dehors comme espoir, un camélia noir pour trésor, une fleur, un parfum dans son soir, dans ce tombeau sensuel qui s'endort. Je suis mort, je suis mort, je suis mort. Alléluia, chantez ma résurrection. De peuple père en peuple fer, je marchais de l'Inde aux enfers. Alléluia, chantez ma résurrection. Je marche nu sur les épines. Dormi sous le temps de la vermine.
suis née il y a très longtemps. À cette époque-là, on n'osait même pas rêver qu'on avait le droit de faire certaines choses qui nous étaient interdites. C'est cette putain de guerre qui m'a permis de m'émanciper. Je m'en souviens très bien, car je venais d'avoir 20 ans. Et à cet âge-là, la vie, c'est un véritable bonheur. Samuel, on va? Tu veux le faire? Non. Bon, regarde maman faire alors. Non. Vas-y. À voter! C'est trop bien! J'ai choisi. Maman. J'élevais seul mon petit Samuel. Et sa petite sœur allait bientôt pointer le bout de son nez. Je finis la vaisselle, on mange après. Maman. Oui. J'ai faim. Dure était ma chienne de vie, car mon mari à la guerre était parti. Malgré ma haine des armes, j'en fabriquais sur mon temps libre pour soutenir l'effort de guerre. Maman, il est quelle heure? Je sais pas, chérie. Samuel, tu veux un truc à manger pour patienter? Non. Tiens, mange. Non, j'en veux pas. Et t'as dit que t'avais faim? Oui, mais je veux pas ça. Bah tiens, une tomate. J'ai fait des tomates aussi. J'aime pas les tomates. Samuel, il faut que tu manges. Mais c'est pas bon. Mais t'avais faim, alors prends un peu de saucisson. Mais non, je mange pas du saucisson. En dépit de cette situation précaire, ma tête était pleine de rêves. La croissance est en hausse. La croissance est en baisse. La croissance est en hausse. La croissance est en baisse. La croissance est en hausse. La croissance est en baisse. Si 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 si. Si j'étais présidente, je ferais passer des réformes, je ferais plein de sport pour rester en forme, je voterais pour mon Premier ministre. J'aurais peur de le rendre triste. Quand je serai présidente, tu seras le premier au courant. Je le crierai sur tous les toits. Je ne le dirai qu'à toi. Je remercierai tous ceux qui ont voté blanc. Toutes les armes auront des balles à blanc. Mon électorat sera massif. Mon assurance sera la massif. Tu seras toujours le premier au courant. Quand je serai président, tu seras le premier au courant. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Devant les panneaux riches de sens et pauvres d'affiches, Pierre Blanchard a fait son choix. Et les bureaux de vote sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. T'as entendu? Les femmes, elles sont en train de voter maintenant. Au hasard des quartiers, voici ces Anne Boissel. C'est génial. Et elle n'arrive pas, souriante.
On va pouvoir voter. Ce fut le plus beau jour de ma vie.
That